commençons cette émission avec un état des lieux macroéconomique de la situation en zone euro après la publication de plusieurs données d'inflation et d'activité ces dernières heures pour les grands pays européens. C'est Alain Duré qui est avec nous en visioconférence, chef économiste de Goldman Sachs France. Bonjour et bienvenue Alain. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Grégoire. Commentaire effectivement après les dernières données publiées qui montrent alors que l'inflation continue d'accélérer, que le pic atteint au mois de mai pour l'inflation en zone euro est sans doute un pic temporaire. C'est un record qui est amené à être battu sans doute dans les prochains mois. Et derrière cette inflation, on commence à voir les effets récessifs sur l'activité économique, Alain. Et de ce point de vue-là, le cas de la France est sans doute assez intéressant. À la fois, la France bénéficie, grâce aux mesures de protection gouvernementale, du taux d'inflation le plus faible, peut-être parmi les grands pays développés, en tout cas en Europe c'est le cas. Et pourtant, la France a connu une contraction de son activité économique au premier trimestre, notamment en raison d'une dégradation très forte de la demande intérieure et des dépenses de consommation. Oui, à bien des égards, quand on regarde un peu l'évolution conjoncturelle de la France, de la zone euro, il y a tout lieu de penser que pour le moment, le ralentissement économique auquel on fait face est plutôt un trou d'air qu'une tendance de long terme. Néanmoins, et comme vous l'avez rappelé, c'est crucial dans le cas et symptomatique dans le cas de la France, c'est que le rôle des consommateurs sera très important à observer au cours des prochains mois. Prenons effectivement le cas de la France. Toutes les composantes du produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse créée par la France au cours d'une année, à l'exception de la consommation au premier trimestre de cette année, ont affiché une croissance positive, certes en décélération, mais une bonne croissance positive, que ce soit les exportations ou les investissements. En revanche, la seconde estimation qu'on a eue en début de semaine sur la croissance économique en France a été revue à la baisse et on a affiché une croissance en recul de moins 0,2% en glissement trimestriel, c'est-à-dire de trimestre à trimestre, parce qu'on a revu la consommation des ménages à moins 1,5% en glissement trimestriel, ça veut dire plus ou moins 6%, un recul de 6% en moyenne en variation annualisée. Et donc ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on regarde, et c'est ça le paradoxe que l'on a aujourd'hui, c'est que effectivement, en se focalisant sur la France, c'est que tout comme les autres pays de la zone euro, on a d'un côté un excès d'épargne qui atteint entre 10 et 15% selon les pays par rapport 10% ou 15% du revenu disponible des ménages, ce qui donc normalement est une poche de réserve financière pour consommer plus. Mais de l'autre côté, on a des consommateurs, et en particulier en France, extrêmement négatifs. On a l'indice de confiance des consommateurs qui a baissé de 12 points entre janvier et le mois de mai, et on a des ménages qui nous disent très pessimistes sur l'évolution économique de leur situation financière et du chômage au cours des 12 prochains mois. Donc il faut effectivement, ça sera une variable clé dans l'évaluation de savoir si on est dans un trou d'air ou dans une tendance, puisque la consommation des ménages, pour rappel à vos téléspectateurs, représente 55% de la croissance créée par une économie comme la France. On comprend bien, Alain, effectivement, qu'on rentre dans une mécanique où la psychologie du consommateur va être clé. J'insiste un peu là-dessus parce que vraiment le chiffre et le contraste m'a frappé. Il y a des taux d'inflation qui vont jusqu'à plus de 10, 15, 20%, même pour certains États baltes en zone euro. Encore une fois, l'inflation en France est à peine supérieure à 5% aujourd'hui. C'est un taux d'inflation parmi les plus faibles dans les économies développées. Et pour autant, le consommateur français semble déjà craquer d'une certaine manière. Il y a une spécificité psychologique française ou est-ce que c'est un warning pour d'autres économies également, Alain ? Alors, on va voir si on peut récupérer Alain. Alain, je ne sais pas si vous avez entendu ma question, Alain. Est-ce qu'il y a une spécificité française de ce point de vue-là, ou est-ce que c'est un warning qui doit être pris au sérieux par d'autres économies en Europe également ? On a vu par exemple les ventes au détail ce matin en Allemagne qui chutaient beaucoup plus que prévu sur le mois écoulé. Oui, je pense que ce n'est pas une spécificité française. Je pense que c'est plutôt un indicateur, un warning pour les autres économies.
parce qu'en fait, finalement, il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'évolution de la guerre en Ukraine et de comment de l'impact, de l'ampleur de l'impact du choc négatif lié à cette guerre que l'on ne voit pas encore se matérialiser pour le moment. Donc j'aurais envie de dire que du point de vue européen, le comportement des consommateurs en France est un indicateur avancé de ce qui pourrait se passer dans les autres économies et qui effectivement pourrait alors transformer ce qu'on appelle un trou d'air en tendance de long terme. Je rappelle que dans nos dernières prévisions publiées hier, les prévisions de chez Goldman Sachs, on voit la croissance d'ici la fin de l'année en zone euro de l'ordre de plus 0,3% en glissement trimestriel. Il suffirait simplement d'avoir comme la combinaison d'un arrêt brutal des importations de gaz russes et un stress du marché en ce qui concerne la soutenabilité des dettes publiques pour que ce plus 0,3% de croissance économique chute à moins 0,5% en glissement trimestriel. Donc une récession pour l'ensemble de la zone euro et en particulier une très forte récession pour l'Italie et l'Allemagne. Si on prend la perspective de la Banque centrale européenne face à ces enjeux, Alain, est-ce que normaliser aujourd'hui le taux de dépôt et les politiques exceptionnelles de la BCE, est-ce que c'est la bonne réponse à apporter en matière de politique monétaire? Et si oui, pourquoi est-ce que la BCE ne montera pas ses taux dès la semaine prochaine? Alors, c'est tout le paradoxe de la situation actuelle. C'est que aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, on a une très forte inflation, avec une inflation dans les petits pays comme les Pays-Bas, où on a une inflation à 2 chiffres. Euh, nous voyons dans nos prévisions le pic d'inflation pour l'inflation totale être atteint au mois de septembre avec un plus haut de 8,9% avant de décélérer très graduellement vers d'ici la fin de l'année pour atteindre encore 7,9% en moyenne pour l'ensemble de la zone euro. Dans ces chiffres-là, on a plus de 4 points qui est expliqué par l'évolution des prix énergétiques. Et le reste de l'excès d'inflation qu'on a par rapport à la cible de la Banque centrale européenne vient d'un problème d'approvisionnement lié au reconfinement partiel dans les économies à travers le monde et bien évidemment les mauvaises conditions climatiques que l'on a eues pour l'ensemble des produits alimentaires, accentuées évidemment avec une pression sur les prix céréaliers, puisque l'Ukraine est un grand fournisseur de céréales pour l'Europe. Donc, on pourrait dire de ce point de vue-là qu'il n'y a pas urgence à ajuster le taux directeur de la BCE, puisque finalement, il y aura une hausse du taux de politique monétaire de la BCE aura très peu d'impact sur ces chocs extérieurs temporaires et cycliques. Néanmoins, le gros risque que l'on a aujourd'hui, c'est que comme le pic d'inflation est revu de mois en mois et décalé dans le temps, qu'on a une inflation beaucoup plus haute et persistante que prévu, il y a un gros risque que les négociations salariales pour 2023 et 2024 soit basée, comme on commence à le sentir en Allemagne, sur des revendications non pas sur base de chiffres ad hoc 6, 7, 8%, mais sur la base de dire nous voulons une compensation de la perte de pouvoir d'achat que l'on a eue sur les 2 dernières années liée à l'inflation. Et donc, on pourrait arriver dans une situation où on a un dérapage salarial combiné à un ralentissement économique. Et c'est évidemment, ça serait toute autre configuration économique. Donc, je pense qu'il y a nécessité pour la BCE de bouger et de convaincre les agents économiques pour leur dire on maîtrise la situation et l'inflation reste et restera sous contrôle, de manière à pouvoir calmer un peu le jeu et continuer à avoir une relative stabilité des anticipations d'inflation, qui, je le rappelle, sont légèrement au-dessus de 2%, qui est la cible de politique monétaire de la BCE. Alors pourquoi pas la semaine prochaine pour être honnête, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise de la BCE. Néanmoins, si la BCE reste cohérente
par rapport à ce qu'elle a annoncé, notamment dans la Forward Guidance, qui est donc son engagement à l'évolution de sa politique monétaire, qui dit précisément qu'elle arrêtera d'abord les achats de titres financiers et qu'après un certain temps, il y aurait une normalisation de ces taux directeurs. Dans ce contexte-là, pour rester crédible, il serait logique qu'elle n'augmente pas les taux la semaine prochaine. Néanmoins, comme je le rappelle, puisque on a une sorte, les chocs extérieurs cycliques sont plus importants que prévu et persisteront plus longtemps que prévu, je pense qu'on n'est pas totalement à l'abri d'une surprise par la BCE la semaine prochaine. Bon, on suivra ça avec attention, hein, 2 réunions très importantes là pour les banques centrales et la BCE notamment le 9 juin et le 21 juillet. Merci beaucoup Alain, merci d'avoir été avec nous à distance en Merci de m'avoir visioconférence, invité. chef économiste de Goldman Sachs France qui était un invité de Smart Bourse à la mi-journée.